Bienvenue à bord d'Ayano Airlines. Je suis Éléonore, votre capitaine de bord, exploratrice de la voix et des émotions. Nous sommes ici même dans le salon des confidences où je partagerai avec toi mes réflexions, mes aventures, mes hauts et mes bas en toute sincérité. Ici, il n'y a pas de filtre ni de faux semblants. C'est un espace pour s'arrêter, souffler, se reconnecter avec ce qui compte vraiment. Nos rêves, nos doutes, nos victoires et parfois même nos larmes. Alors je t'invite à t'installer confortablement et embarque avec moi pour un voyage intérieur unique. Es-tu prêt à décoller ? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pour ce premier podcast du Salon des Confidences, j'ai décidé de remonter le temps avec vous et de célébrer le 10e anniversaire. Et oui, 10 ans que j'ai fait le choix qui m'a menée aujourd'hui à la femme que je suis. Il y a 10 ans, j'étais étudiante en fac de droit avec un bel avenir, prometteur. J'étais en 3e année, licence, prête à devenir avocate. Passer les concours, terminer la licence, passer le master, bla bla. J'enchaînais les stages. Enfin bref, j'étais vraiment la parfaite étudiante. Je travaillais les mercredis dans les centres aérés, du jeudi au dimanche dans les restos et les bars de Lyon. Et le reste du temps, à partir de 7h, 8h du matin, j'étudiais. J'apprenais le droit. Et à cette époque, j'avais qu'un rêve. Un rêve que je portais depuis toute petite. Celui de devenir avocate. Et oui, je crois que du plus loin que je me souvienne, ça remonte quand j'avais 10 ans, 11 ans. Je me suis dit oui, un jour je défendrai les enfants, un jour je défendrai les victimes, un jour je serai avocate. Et puis après toute mon adolescence, que ce soit mes professeurs, mes parents, j'ai entendu que fallait que j'arrête de prendre la défense de l'un ou la défense de l'autre et que j'étais vouée à un bel avenir si je choisissais de devenir avocate, car j'étais talentueuse, douée pour plaider la cause de l'un ou la cause de l'autre. Donc voilà, pendant 10 ans, 15 ans, j'ai avancé avec ce rêve profond, vraiment un rêve mais profond de devenir avocate. Je me voyais dans les plus grands tribunaux du monde. Pendant des années, j'ai regardé toutes les séries américaines, françaises, avec des avocats, des policiers. J'étais vraiment passionnée. J'ai passé mes 3 premières années de droit dans tous les tribunaux de Lyon, de Paris. J'y allais très souvent dans la cour d'assises pour assister à des procès. Et je m'entraînais à écrire des plaidoiries à la place des avocats. Vraiment, quand je vous dis une passionnée, c'était une passionnée. Et puis est venue cette 2e année de droit où j'ai redoublé pour une seule matière, le droit administratif. Ma matière que je détestais le plus dans le droit étant donné que j'étais faite pour le droit, ce qu'on appelle privé, donc le droit des humains, le civil, le droit pénal. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Par contre, le droit de l'administratif en France, c'est-à-dire le droit de toutes les administrations françaises, autant vous dire que c'est quelque chose que mon cerveau ne comprenait pas. C'était impossible. Donc voilà, cette 2e année, je redouble pour une seule matière, avec donc 1 heure de TD par semaine. Je n'ai pas besoin d'aller dans les cours d'amphi étant donné que j'ai déjà tous les cours de l'année précédente. Donc voilà, cette année, j'ai choisi de faire des stages, de bosser encore plus. Donc je bossais le mercredi et pratiquement toute la semaine au restaurant. Enfin voilà, ça a été une année intense étant donné que j'ai été vraiment sur le terrain auprès des avocats et c'est là où a commencé la désillusion. Notamment, je me rappelle ce procès où j'étais avec une avocate en cour d'assises. On était là pour défendre les victimes d'un très grand crime. Et en fait, à la fin de ce procès, l'avocate m'a demandé pour m'entraîner d'écrire la plaidoirie pour ses clients, qui étaient donc les victimes dans l'histoire. Et en fait, je suis revenue le lendemain avec une plaidoirie, à la fois pour l'accusé, à la fois pour les victimes. Impossible de me positionner. Une empathie plus parce que je ne voulais pas que ce monsieur soit juste emprisonné. Je voulais que ce monsieur puisse avoir accès à des soins. Enfin voilà, j'étais vraiment dans un côté très humaniste
du droit et en même temps un côté émotionnel impossible de me positionner entre l'un ou l'autre. Et je me rappellerai toujours le matin où j'ai donné cette plaidoirie à l'avocate, elle m'a regardée en souriant, m'a dit « Éléonore, tu ne peux pas faire cette plaidoirie car on te demande une plaidoirie pour nos clients qui sont les victimes. Tu peux pas plaider pour différentes victimes, pour l'accusé en même temps, plaider pour tout le monde dans le tribunal. Non, c'est pas possible, tu dois te positionner et choisir. » Et ça, pour moi, ça a été d'une violence impossible, car je prenais une empathie énorme pour cette personne qui a finalement été condamnée à plus de 10 ans de réclusion criminelle. Donc voilà, il avait fait quelque chose de très grave. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte à quel point je pouvais avoir de l'empathie pour toutes les personnes dans cette pièce et que je serais incapable de me positionner et de prendre la défense ni de l'un ni de l'autre. J'étais beaucoup trop dans la justice. Comment dire ? Je cherchais beaucoup trop l'équilibre et dans les émotions et dans l'empathie avec les uns et avec les autres. Donc voilà, j'en ai pas dormi pendant des jours et des jours. Et à ce moment-là, j'étais en plein milieu d'une psychanalyse que j'avais commencée au tout début de l'université. Et en fait, à ce moment-là, est venu le sujet de la psychanalyse. Avec ma psychanalyse, est venu le sujet justement de ce positionnement. Est-ce que j'ai vraiment envie de devenir avocate ? Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir depuis plusieurs années ? Et ce terme mensonge est venu me hanter pendant des mois et des mois. J'avançais et plus j'avançais, plus je me rendais compte que j'étais pas complètement en accord avec cette voix à l'intérieur de moi. Mais quelque chose de vraiment profondément ancré. Quand je vous dis que c'était depuis toute petite que j'entendais que je serais une bonne avocate et que je m'étais dit que je serais une bonne avocate. Mais en fin de compte, au plus j'ai creusé avec ma psy et je me suis rendu compte qu'en fait, cette voix à l'intérieur de moi, elle rêvait de quelque chose de différent. Et je me rappelle de ce moment sur le divan où j'ai fait un voyage intérieur de libération, comme on appellerait par la parole, où je me suis mise à parler, comme je faisais à mon habitude avec elle. Allongée sur le divan et je parlais, en regardant le mur. Mais ce jour-là, j'ai pris une crise d'angoisse, une crise de panique, car j'ai réveillé cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait que je n'étais pas à la bonne place. Et elle me disait aussi que j'étais en train de me mentir, que je me mentais à moi-même depuis très longtemps. Alors là, je vous laisse imaginer tous les doutes qui sont revenus, les peurs, la colère parce que j'étais en colère contre moi, dans l'errance aussi. Je ne savais plus du tout ce qui allait m'arriver, je ne savais plus du tout où j'étais. Ça a duré quelques semaines et c'était la veille des partiels de licence, les partiels de décembre, semestre 5. J'ai quand même révisé, je me suis accrochée à mon code civil, à mon code pénal. Et là, je me suis dit quand même, Hélé, tu es en 3e année, tu es à 2 doigts de valider cette année, qui est très importante car elle va t'ouvrir les portes vers les masters. Impossible de me lever le matin, plus j'avançais dans le temps, plus c'était difficile. Je me levais quand même, je me donnais un gros coup de pied aux fesses. Et là, je partais à la bibliothèque université, dite BU, pour réviser. À côté de ça, je travaillais toujours au restaurant, j'avais gardé un rythme effréné. Je travaillais du mercredi, jeudi, samedi, tout le temps. Je dormais 3 heures par nuit. Surtout arrivé en veille de fête, autour du 8 décembre à Lyon, c'est le moment le plus effréné de l'année. Avec la fête des Lumières, les fêtes de Noël, les marchés, tout ça. Et les partiels. Enfin bref, je vous passe tous ces détails. J'ai vécu 1 mois enfermé entre, un moment de dépression et en même temps un gros moment de pression. C'est très paradoxal ce que je raconte et pourtant c'est ce que j'ai ressenti. Donc voilà, je me suis levée ce matin-là pour aller au partiel. Ça y est, ça commence la fameuse semaine. Allez, dernière ligne droite, j'avais bien révisé, je me suis dit c'est parti. Et là, dans le métro, je mets mes écouteurs, je mets de la musique. Et soudain, cette petite voix que j'étais en train de réveiller avec la psy depuis 1 mois est devenue très forte. Elle a pris la place de toutes les autres voix et elle m'a lancé le défi. À ce moment-là, je me suis dit, Hélé, si le sujet passe ce matin, tu iras jusqu'au bout de ta licence.
Par contre, si le sujet ne passe pas, c'est un signe et il faut que tu arrêtes et que tu fasses autre chose. Je suis descendue du métro complètement perturbée par ce moment. J'ai avancé avec la boule au ventre, le stress. J'avais dormi 1 heure. Et là, je rentre dans l'amphi, les grandes portes avec les 400 étudiants. On voit déjà nos sujets posés sur la table. Une ambiance sinistre, funèbre, sous tension. Personne ne se regarde. Tout le monde est là avec ses fiches, son code civil, la plus grosse des épreuves du moment. Et oui, c'est notre plus gros coefficient et nous avons un cas pratique. 3 heures. Pour répondre à des problèmes. Il est 8 heures. La cloche sonne. C'est alors que l'examen commence. Je découvre mon sujet. 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases et je suis perdue. Le néant, le trou noir. Je ne me rappelle de plus rien, absolument rien. Il n'y a rien qui ne me revient. Je regarde les élèves à droite, à gauche. J'essaye de trouver un peu de réconfort auprès de ma meilleure amie. Elle est là dans l'amphi, je la regarde. Et pourtant, elle est à fond. Ça y est, elle a déjà ouvert son code civil. Et là, j'entends boum, boum. Tous ces livres qui s'ouvrent autour de moi. Tous ces cerveaux qui fusent. Je suis la seule, en panique au milieu de l'amphi. C'est alors que cette voix à l'intérieur de moi est encore plus forte que le matin même. Et là, elle prend le contrôle. On pourrait dire qu'elle a pris le contrôle de tout mon système à ce moment-là. Je me suis levée, j'ai pris ma copie, je l'ai barrée et je suis descendue, la tête haute, digne. Enfin, j'essayais de rester digne. J'essayais de rester debout, même si à l'intérieur j'avais l'impression que tout s'effondrait. Je tremblais dans tous les sens, mais il ne fallait surtout pas perdre la face devant les autres étudiants. Et là, je suis arrivée devant le professeur qui nous surveillait. J'ai posé ma copie. Elle était blanche, barrée. Il m'a regardé, m'a dit « c'est terminé ». Je lui ai dit oui. Je ne terminerai pas cet examen et je quitte aujourd'hui l'université. C'est terminé pour moi. Il est resté choqué, il m'a demandé de sortir en silence étant donné que tout le monde était en train de bûcher sur son cas pratique de droit civil. Et là, je suis sortie, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré. Pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me rappelle de ce moment où j'ai couru dans un état de larmes et de détresse. J'ai fait chemin arrière, j'ai recouru, j'ai pris le métro. Je suis arrivée chez moi. J'ai eu la force d'ouvrir la porte, d'arriver jusqu'ici en courant. Et là, j'ai refermé la porte et je me suis effondrée. C'était fini. Heureusement, ma semaine était réservée au partiel. Je ne travaillais donc ni au centre aéré ni au restaurant. À partir de ce moment-là, j'ai fermé la porte et je suis restée enfermée. 1 semaine entière. Dans le noir, dans mes larmes, dans ma détresse. Je ne savais pas s'il fallait que j'annonce à mes parents que j'avais abandonné mes partiels. Était-ce un acte lâche ou un acte courageux à ce moment-là? Je ne savais pas. Je ne savais plus rien. Tout s'est effondré en l'espace de quelques minutes devant cette copie. Enfin tout. Non, c'était un effondrement latent. Depuis plusieurs mois. Mais là, l'impression que tout s'est effondré en l'espace de quelques minutes devant un sujet de cas pratique de droit civil. Et c'est ici que ma vie a commencé à prendre un tournant, à ce qu'on pourrait dire 180 degrés. Un tournant, waouh, que jamais de ma vie je ne pourrais oublier. C'est alors que la semaine d'effondrement est passée, j'ai repris de la force. Je suis retournée consulter ma psy avec qui je travaillais justement sur ce changement de vie. Je l'ai vue à hauteur de 2 fois à 3 fois par semaine pendant 1 mois. Elle a été d'un accompagnement incroyable. Ça a été mon pilier pendant ce mois d'effondrement, ce mois de dépression. Alors attention, quand j'emploie le terme dépression, ce n'est pas la maladie mentale, bien sûr, mais plutôt un état de dépression étant donné que j'ai passé toutes ces années sous pression. Là, je relâchais tout ça. Donc du coup, après 1 semaine, je me suis remise au travail et je me suis raccrochée à ça. C'est tout ce que je connaissais et c'est tout ce que j'avais dans ma vie au final. Si j'avais plus le droit, si j'avais plus ce rêve,
j'avais le service, j'étais serveuse, j'étais animatrice. Peut-être il fallait que je continue dans ces métiers pour pouvoir au moins avoir un métier, un travail, gagner de l'argent. Alors je me suis noyée là-dedans, ça veut dire que j'ai travaillé encore plus. Je suis passée à 50 heures, 60 heures semaine avec les fêtes. Le mois de décembre a été hyper intense. Je ne dormais plus. J'étais dans une hyperactivité totale pour ne surtout pas sombrer. Je ne voulais surtout pas m'arrêter. Je ne voulais pas avoir le temps de penser à ce que je venais de vivre. Donc j'avoue, je me suis noyée à ce moment-là. Noyée dans le travail et dans l'extérieur. Noyée un peu aussi, un peu beaucoup même dans l'alcool, étant donné que ça va très bien avec la restauration. Alors l'alcool, pas les drogues. Donc j'avais ma propre drogue qui était le non-sommeil, le travail et l'alcool. Et puis est arrivé début janvier. J'étais au resto et là on sent que ça s'est calmé. Que les fêtes sont passées, que les gens sont rentrés chez eux, que les touristes sont repartis. Les Lyonnais n'ont plus d'argent pour venir dépenser au resto. Donc c'est calme. Et là, je me retrouve toute seule une après-midi. Il faisait froid, très froid. Et j'ai ouvert mon portable. Et je suis tombée sur une pub avec marqué Bangkok-Paris, Paris-Bangkok, vol aller-retour pour seulement 300 €. Une pub. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? 300 € pour aller à Bangkok ? Mais Bangkok, c'est quoi ? C'est où ? Et alors, on ne me demandait pas pourquoi. Encore aujourd'hui, je vous répondrai que je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'ai senti une impulsion et j'ai cliqué. J'ai cliqué sur cette pub, chose que je ne faisais jamais. Et j'ai découvert que Bangkok, c'était en Thaïlande. Oui, à ce moment-là, je savais pas trop. Ou alors j'avais peut-être déjà entendu parler de Bangkok, mais en tout cas, à ce moment-là, je savais pas du tout où c'était. Puis j'ai regardé, ça avait l'air génial. Oh, waouh! Un vol Paris-Bangkok. Je clique dessus. En effet, c'est bien 300 €. C'est une offre au lendemain des fêtes. Certainement brader les prix après Noël. Et là, encore une fois, me demandez pas pourquoi, je sais pas du tout ce qui m'est arrivé. Je n'avais jamais fait ça de ma vie auparavant. Enfin, j'avais jamais fait ça dans ma vie auparavant. En plus d'avoir cliqué sur la pub, j'ai appuyé sur réserver. En plein après-midi, un lundi après-midi, dans la rue Mercière à Lyon. En gros, je me faisais chier, j'avais personne dans le restaurant. J'ai cliqué sur une pub et je suis allée au-delà de ça, que j'ai cliqué sur réserver. Mais attendez, j'avais tellement travaillé au mois de décembre que je me suis fait des pépettes. C'était bien mérité. Et là, j'ai cliqué. J'ai réservé. Et j'ai réservé à partir du 15 mars. Il me restait pratiquement 2 mois. 15 mars pour 1 mois de voyage en Thaïlande. Waouh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais complètement abasourdie. Mes pieds ne touchaient plus terre. J'ai décollé pendant quelques heures. Alors là, je peux vous dire que je suis repartie faire mon ménage, la musique dans les oreilles, et j'étais complètement abasourdie, j'hallucinais. J'étais là, mais qu'est-ce que je viens de faire? Ellie, qu'est-ce que tu viens de faire? T'as quitté la fac au mois de décembre. Tu bosses comme une tarée depuis tout ce temps. Et là, comme ça, sur un coup de tête, tu viens de réserver un billet d'avion pour la Thaïlande. Et là, toute la soirée, pendant le service, heureusement, il n'y avait que quelques tables, j'ai pensé ressasser à ce que je venais de faire. Était-ce une bonne idée? Cette voix au fond de moi me disait, mais oui, mais fonce. Regarde, t'es en train de mourir là, t'es en train de dépérir. Mais vas-y, fonce. Je ne vois même pas pourquoi tu réfléchis encore. Quitte tout là, rends ton appartement et c'est parti, une nouvelle vie s'offre à toi. Et vous savez quoi? Je suis rentrée chez moi après ce service. Ça a duré quelques jours où j'ai ressassé ce qui venait de se passer. J'ai regardé mes billets pour être bien sûre que c'était moi qui venais de prendre ces billets d'avion. Et à la fin de la semaine, j'ai fait un autre acte de folie, mais complètement de folie. J'ai écrit une lettre de dédite pour mon propriétaire. Ça faisait plus de 3 ans que j'étais dans cet appartement.
Un appartement miteux, 15 mètres carrés, au-dessus d'un restaurant dans la rue Mercière avec des rats et des souris. Un appartement d'étudiante en bordel avec une vie de bordel. J'ai posé ma lettre de dédite. Et je suis partie de cet appartement au 1er février. Il aura fallu donc un mois et demi, entre le moment où je me suis effondrée et le moment où j'ai tout quitté, tout lâché. Et là, heureusement que j'avais ma meilleure amie. Jamais j'oublierai ce moment où elle m'a accueillie chez elle, avant mon grand départ. J'ai passé mon dernier mois lyonnais, chez elle, dans ses bras. Et heureusement qu'elle était là, elle se reconnaîtra. Heureusement qu'elle était là parce que franchement, ce mois avant le grand départ, c'était... Oh là là, mais que d'émotions. Entre de la joie, de l'excitation, mais tellement de doutes. Mais je me disais que j'étais tarée. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais la Thaïlande, mais ça se trouve, je vais mourir. Mais comment je vais porter un sac à dos? Qu'est-ce que je vais vivre? Enfin bref, je vous passe tous ces détails. Un mois de tempête. Et ce que je vous propose, c'est que ce grand moment de transition, ce moment de grand départ à Bangkok, je vous le réserve pour le prochain podcast. Les prochaines confidences dans ce salon. Nous avons déjà bien discuté aujourd'hui, je vous ai raconté de manière authentique, sans écrit, mon histoire, le jour où j'ai choisi de me choisir et de choisir ma voix, cette petite voix à l'intérieur de moi. Peut-être que vous aussi, vous vivez des moments où vous avez vécu des grands moments de transition dans votre vie, de changement. Peut-être que vous aussi, vous avez un jour écouté cette voix et on sait à quel point ça peut être douloureux d'accepter, de se choisir. Mais derrière, ça a mené à 10 ans d'aventure et ça m'a mené à la femme que je suis aujourd'hui. Éléonore, votre capitaine de bord. Et je vous remercie d'avoir voyagé avec moi à bord d'Ayanu Airlines dans le Salon des Confidences et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast où je continuerai de vous raconter mes histoires, de vous partager mon authenticité en espérant que vous puissiez vous reconnaître et que mes histoires résonnent et vibrent avec vous et vous aident à avancer chaque jour. Je vous souhaite un excellent moment et je vous dis à très bientôt.